c'est l'une des plus grandes menaces d'insécurité dans le golfe de Guinée. La pêche illicite non réglementée menace la survie, la stabilité économique et sociale des communautés côtières africaines où des pêcheurs peinent à survivre face à cette recrudescence du pillage des ressources halieutiques. Cette situation affecte l'équilibre nutritionnel des populations d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Pourtant, le golfe de Guinée bénéficie de gigantesques ressources maritimes et océaniques. Où est le problème? Comment comprendre cette situation qui ne cesse de s'aggraver ces dernières années dans le golfe de Guinée? Quels sont les moyens de lutte dont disposent les pays africains? Cette réflexion est engagée ici à Lomé dans le cadre du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et la sûreté et des questions de développement. Ce soir, sur ce plateau de Vox Africa, UB News et Equinox Télévision, nous recevons des experts, spécialistes du monde maritime, acteurs de la société civile togolaise, mais aussi des chefs traditionnels togolais pour en parler. Et je commence avec vous, Sylvain Akati, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes expert en développement, membre d'un réseau d'associations qui militent pour la bonne gouvernance et la lutte contre la pêche illicite au Togo. Bienvenue. Merci. À votre droite, Aristide Dienda, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste en matière de gouvernance, directeur exécutif d'un groupe d'ONG, l'Union des ONG du Togo, acteur de la société civile togolaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également sur ce plateau, le chef canton de Baie, Sa Majesté Tokbui Adela Aklassou IV. Sa Majesté, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Et à côté de vous, un expert en sécurité et sûreté maritime de la marine camerounaise. Il est consultant au sommet extraordinaire de l'Union africaine. Commandant Cyril Atonfak, bonsoir. Bonsoir Cédric. Merci et bienvenue sur ce plateau. Sa Majesté, c'est vous qui êtes, vous êtes à la tête d'un canton qui est une zone, qui se trouve dans une zone côtière du Togo. Quelles sont les réalités auxquelles vous êtes confrontés en ce qui concerne justement cette pêche illicite? Ok, merci beaucoup. Si vous prenez le canton de Baie, il n'est pas du côté ouest de la frontière du Ghana. Ce qui veut dire que de l'autre côté, il y a des pêcheurs du Ghana qui viennent souvent vers nos côtes pour faire leurs activités. De même que du côté du Bénin. C'est un peu plus en hauteur en l'est, mais nous avons ce genre de problèmes. Et au niveau administratif, je crois qu'on est en train de lutter considérablement pour ça avec la marine marchande. Mais nous avons ce problème. Comment est-ce qu'ils opèrent, ces pêcheurs que vous estimez qui viennent mener leurs activités dans vos différentes eaux territoriales? Comment est-ce qu'ils opèrent concrètement? Oui, ce sont ils opèrent dans l'informel, hein, parce que c'est des systèmes artisanaux. Donc, ils ne répondent pas aux réglementations. Ils utilisent des filets qui ne sont pas adaptés à la pêche. Donc, tout ça là concourt à une nuisance considérable dans nos eaux. Sylvain Akati, vous qui êtes de la société civile, vous suivez de près ces activités de pêche illégale. Quel est l'état des lieux au Togo, le Togo qui se retrouve aussi dans le golfe de Guinée? Merci beaucoup pour la question. Comme Tokbui Aklassou l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, la situation de pêche chez nous au Togo n'est pas trop alarmante, mais du moins il a relevé certains problèmes que nous rencontrons sur le terrain, notamment les autres pays d'à côté, comme le Bénin et le Ghana, qui viennent faire la pêche sur nos côtes. C'est ce que nous Vous parlez des pêcheurs ghanéens, originaires des pays voisins qui se retrouvent dans les eaux territoriales togolaises qui font la pêche. Et vous l'avez dit tout à l'heure au début de votre débat, c'est la pêche illicite. Et du coup, cette pêche illicite aussi n'est pas réglementée. Donc il fallait effectivement un cadre juridique pour commencer par... Avant qu'on en arrive au cadre réglementaire juridique, j'aimerais qu'on fasse également l'état des lieux avec le Cameroun. On a le commandant Cyril Atonfak qui est là, de la Marine nationale. Vous avez certainement été aux côtes
camerounaise où il y a aussi de nombreux chalutiers des pays, notamment comme la Chine et d'autres pays européens, qui se retrouvent en train de mener de tels actes? Oui, Cédric, c'est un peu délicat d'aborder tout de go le problème en pointant un certain nombre d'États. Moi, je souhaiterais qu'on aborde le problème de la pêche INN ici sous un angle plus global. Parce que nous sommes à Lomé pour résoudre les problèmes du continent, les problèmes de sécurité, sécurité maritime, des trafics illicites et du développement induit à l'échelle continentale. Et donc, si nous parlons de la pêche à l'échelle continentale, on verra que les problèmes qui sont ceux du Cameroun ou qui sont ceux du Togo, sont aussi ceux du Bénin, sont aussi ceux du Gabon, sont ceux de la Mauritanie, et ainsi de suite. Les dénominateurs communs, en vérité, c'est un problème de maîtrise de l'espace marin, de maîtrise de la ressource, avant que d'arriver à l'action de pêche. Alors, comment cette incapacité de maîtrise de cette délimitation maritime, comment est-ce qu'elle impacte justement sur ces activités de pêche-là? Non, le problème ne se pose pas en termes de délimitation de l'espace maritime. Le problème se pose en termes de maîtrise réelle, donc de la capacité de connaître l'environnement et de naviguer. Si on n'a pas de flotte conséquente pour naviguer, on risque d'avoir beaucoup de mal à connaître la ressource halieutique dont recèlent nos eaux. Et si on ne maîtrise pas les stocks de pêche, on ne peut pas réellement contrôler l'activité de pêche. Voilà, mais les communautés côtières se plaignent de la présence de nombreux étrangers dans les eaux territoriales de différents pays qui procèdent à des activités de pêche sans forcément avoir une autorisation de la part des autorités compétentes. La vérité, Cédric, c'est que l'Afrique, c'est une terre d'hospitalité. Et qui dit hospitalité le dit encore beaucoup plus par rapport à nos communautés côtières. Les communautés côtières africaines sont d'abord des communautés hospitalières qui ont accueilli de tout temps les étrangers, et c'est des communautés qui vivent pour l'essentiel de la pêche. Or, la ressource commence à se raréfier au plus proche des côtes. C'est des communautés qui avaient l'habitude d'aller à 500, 600 mètres derrière la maison et de pêcher du poisson. Maintenant, il faut aller plus loin en encourant ce qu'on appelle le risque de mer, et ça devient difficilement compréhensible. Et lorsqu'on ne trouve pas la ressource, il y a une tendance naturelle à accuser le bouc émissaire, mais c'est une problématique générale. Alors Aristide Dienda, vous suivez cette analyse du commandant Cyril Atonfac sur les faiblesses des communautés côtières à aller plus loin en raison de la non-maîtrise de la navigation sur la mer. Est-ce que cela écarte la responsabilité de ces chalutiers étrangers que l'on retrouve dans les eaux territoriales qui procèdent à cette pêche illicite? Merci. Je voudrais, avant de répondre à votre question, remercier le gouvernement togolais pour et l'ensemble de ses partenaires pour avoir organisé ce sommet pour réfléchir et trouver les solutions idoines par rapport à la problématique qui est au cœur donc, de nos discussions et au cœur donc, du sommet. Alors donc ceci étant, je pense que dans les années 80, 90, eh bien, à partir donc du mois de juillet, août, septembre, eh bien, vous pouvez trouver le poisson partout à Lomé. Partout, au Togo? Partout, oui, trouver le poisson. Bon prix, hein? Voilà. Mais Méné, ce n'est pas le cas. On n'a pas une période où on peut dire, écoute, je vais à Lomé, en ce moment-là, je vais trouver du poisson. Qu'est-ce qui se passe? Oui, justement. Je pense que c'est d'abord, je crois l'expert l'a dit, Togo l'a dit, il y a un problème qui est là. Ou j'allais dire des problèmes. Le premier, c'est éventuellement celui-là dont on ne maîtrise pas la disponibilité donc de la ressource, halieutique bien sûr. Et deuxième chose, c'est que sûrement, et vous l'avez dit, ces pêcheurs qui viennent à la fois donc des pays voisins et au-delà donc des pays voisins au Togo, qui viennent pêcher dans nos eaux territoriales comme ils voudraient. Ils prennent, ils s'en vont, sans aucun contrôle. Y compris, parce que la pêche, c'est quoi? C'est que on doit prendre, mais on ne doit pas tout prendre. Vous voyez, si vous prenez même ce qui devrait assurer la pérennité donc, de la ressource, vous êtes en train donc, naturellement donc, de la détruire. Je pense que c'est ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui. Quand vous allez dans la mer
quand vous allez dans les lacs, parce que le Togo regorge des lacs, donc quand vous allez dans ces espaces marins, aujourd'hui la ressource se fait extrêmement rare. Justement, une ressource qui se fait extrêmement rare, Sa Majesté Togbu Yadela Aklassou IV. Alors, comment vive désormais votre communauté face à cette rareté des ressources halieutiques? Comment est-ce que vous vivez ça? Ok, c'est tout un problème, hein. Puisque, bon, même sur le plan médical, je crois qu'actuellement, il y a beaucoup de conseils sur le plan sanitaire et qui recommandent à plusieurs personnes de ne plus consommer de la viande. Donc tout le monde est dirigé vers cette denrée rare qui est les ressources halieutiques maintenant. Et ma foi, sans vous mentir, c'est une casse-tête dans nos communautés. Il a dit tantôt, monsieur le président de Lionto, même sur nos lagunes, même nos lacs, il y a ces afflux des étrangers. Que ce soit sur la lagune, que ce soit sur les fleuves, vous allez jusqu'à l'intérieur de notre pays même, cette denrée se fait rare. Mais où sont passés les pêcheurs togolais, justement? Ils sont là, ils sont débordés par les étrangers. Et il n'y a pas de cadre réglementaire qui essaie de les empêcher. C'est maintenant que la marine marchande... En quoi est-ce que la présence des pêcheurs de d'autres pays affecte les performances des pêcheurs togolais dans la production, dans la capacité à trouver du poisson? Tout d'abord, en premier lieu, je crois qu'ils sont bien outillés, bien adaptés à ces genres d'activités, hein. Si vous prenez les nôtres, je crois qu'il n'y a pas une génération qui se suive pour pouvoir pérenniser cette tradition de pêcheurs. Ce qui fait que si vous faites la somme, mais je crois que nous allons avoir au moins 60 ou bien 70% des étrangers par rapport aux nationaux. 70% des pêcheurs étrangers dans les eaux territoriales togolaises, c'est bien ça? Bien sûr. Alors Cyril Atonfac, lorsque vous suivez ces témoignages d'un chef du canton de Bègue, une communauté côtière très importante ici au Togo et qui vit essentiellement de ses revenus de la pêche là, elle aujourd'hui qui est affectée par cette situation-là, comment réagissez-vous? Non, on comprend simplement que, et je l'ai dit d'entrée de jeu dans mon propos introductif, on comprend que les communautés côtières ont de plus en plus du mal à accéder à une ressource qui auparavant était à leur portée. La présence des étrangers pourrait être un des motifs de raréfaction de la ressource, mais il faudrait rapporter à l'échelle du continent ou rapporter à l'échelle de l'ensemble des zones côtières. C'est pratiquement la même plante dans toutes les communautés côtières. Exactement. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale aussi. Exactement. Il faut dire qu'entre-temps, il y a l'industrie de la pêche. La pêche s'est industrialisée. Malheureusement, ce n'est pas une industrialisation au profit des États côtiers. Ce n'est pas une industrialisation au profit des États africains. Et ça pose beaucoup de problèmes parce que lorsque la pêche artisanale était en fait organisée de façon à préserver les frayères, les zones de reproduction et à garantir que la ressource soit permanente. Or, avec la pêche industrielle, il y a des risques d'un prélèvement excessif du stock par rapport à sa capacité à se régénérer. Selon les derniers chiffres, 75% des réserves de pêcherie dans le monde se sont véritablement amenuisées. Et la dernière grande réserve, c'est justement le golfe de Guinée. Oui, c'est ce que disent les chiffres. Après, les chiffres sont ce qu'ils sont. Il reste que l'amenuisement des ressources est constant. C'est constaté. Maintenant, il faudrait simplement voir quelles sont les mesures envisagées pour assurer la reproduction. Parce que la ressource halieutique est une ressource vivante. Il faut créer les conditions pour qu'elle puisse se reproduire et il faut créer les conditions pour que les parentaux soient préservés. Il faut en fait qu'entre deux générations de poissons, que la première soit capable de se reproduire avant que d'être pêchée. Lorsqu'on capture une espèce alors qu'elle n'a pas eu le temps de se reproduire, il y a toutes les chances que le stock ne se reconstitue pas. Alors, avant qu'on aborde cette question de pisciculture et aquaculture, je voudrais qu'on revienne sur cette absence d'un cadre juridique
permettant de pouvoir régler ce problème de la présence massive des pêcheurs étrangers dans les eaux territoriales du Togo et de nombreux pays africains. Quelle est la réalité sur le plan juridique ici au Togo? Sylvain Akati. Merci pour la question. Comme je l'ai dit tantôt, c'est clair, le Togo a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Et si vous voyez déjà au Togo, il y a des réglementations sur le plan de filets à mailles réglementés et des filets à mailles traditionnels. Mais ce que nous constatons, comme Togu l'a dit, je voulais me pencher un peu sur sa question pour ajouter quelque chose qui est important. Les pays étrangers qui viennent dans nos eaux territoriales pour pêcher utilisent ces filets à mailles traditionnelles. Donc ça fait qu'ils pêchent en profondeur, c'est-à-dire qu'ils prennent le poisson dans au complet. Donc ça fait que certaines espèces sont en voie de disparition, comme l'expert Cyril l'a dit tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que, à mon avis, c'est le plaidoyer que nous sommes en train de faire. Alors, en tant qu'acteurs. L'élaboration d'un cadre juridique au Togo ne suffit pas à pouvoir régler le problème. Oui, ça ne suffit pas, parce qu'il faut continuer la sensibilisation. Chaque jour, la sensibilisation avec les acteurs, les populations côtières, en ce qui concerne cette réglementation, pour les faire comprendre effectivement que le cadre juridique réglementaire dont je suis en train de faire cas ne suffirait pas effectivement pour régler le problème de cette pêche illicite. Alors Aristide Djenda, il y a un impact considérable sur la nutrition des Africains, dont on sait qu'ils sont essentiellement dépendants des produits halieutiques. Alors comment est-ce que ça se passe ici au Togo face à cette raréfaction des produits halieutiques? Oui, merci. Je pense que les impacts nutritionnels sont les mêmes. Vous savez, il y a beaucoup de nos populations qui vivent essentiellement, j'allais dire principalement, donc des produits halieutiques. Et donc, à partir du moment où ces produits se raréfient, eh bien, il faut trouver d'autres moyens pour pouvoir se nourrir, avec toutes les difficultés que cela comporte. Donc, je pense que le problème, il est là. On est en face d'une situation de raréfaction des ressources. Mais je voudrais profiter pour rebondir sur le cadre juridique au Togo pour dire que à partir du moment où le cadre existe, quand bien même il y a des insuffisances. Lesquelles insuffisances? Il y a des insuffisances, notamment au niveau de son application. Le cadre juridique et réglementaire, il est là, mais il n'est pas du tout appliqué, n'est-ce pas? C'est ça qui fait que les pêcheurs qui viennent de l'extérieur s'installent, font ce qu'ils veulent, repartent et viennent quand ils Donc veulent. en clair, il n'y a pas de contrôle et de suivi des différents acteurs de la filière pêche. Tout à fait, y compris la sanction. Parce que nous l'avons dit aujourd'hui, ce matin, au cours de l'atelier, à partir du moment où il n'y a pas de sanction, vous pouvez mettre toutes les bonnes règles. S'il n'y a pas de sanction derrière, forte, eh bien rien ne va marcher. C'est ça. Et donc, c'est la situation à laquelle nous faisons face, comme dit le Togo et bien d'autres pays. Ailleurs, sûrement que la situation est encore améliorée. Justement, comme vous parlez d'ailleurs, on va aller avec le commandant Cyril Atonfa, qui est de la Marine nationale camerounaise. Un cadre juridique avec des sanctions. C'est le cas au Cameroun, où tout récemment, le ministère des Pêches, de l'Élevage et des Industries animales a fait interpeller un chalutier chinois dans le sud-ouest du Cameroun et près de 7 millions d'amendes ont été infligées aux responsables de ce chalutier-là. Est-ce que c'est suffisant? Le Cameroun, on peut dire qu'il a avancé dans ce domaine? Oui, Cédric, vous touchez là exactement le cœur du problème, parce que je suis entièrement d'accord avec celui qui me précède là, que le cadre juridique ou les cadres juridiques, quelle que soit
leur degré d'élaboration reste insuffisant. Il y a un problème d'interprétation, un problème de compréhension, un problème d'appropriation et in fine un problème d'application ou d'exécution. 7 millions de francs d'amende pour un chalutier pris en flagrant délit de pêche illégale, ça peut sembler beaucoup. Mais en même temps, je voudrais nous rappeler ici, de remonter en arrière dans nos souvenirs, il y a 2 ans, dans un cas d'espèce avec un chalutier russe qui s'appelle Neidonov, le Sénégal, l'État sénégalais a perçu pas moins de 900 000 $. Donc, au Cameroun, comme dans les autres pays voisins, nous avons un problème de la souplesse de la répression. On pense que le cadre répressif n'est pas suffisamment dissuasif. Parce que 7 millions de francs d'amende pour un chalutier, il paye, le lendemain il est reparti à la mèche, je crois que ça fait sa recette journalière. Est-ce que le problème n'est pas l'origine de ces auteurs de pêche illégale? Dans le site d'information concernant ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, il est relevé que la Chine, la Russie et d'autres pays européens font partie de ceux-là dont les bateaux se retrouvent dans les eaux territoriales africaines pour commettre ces actes-là. Est-ce que les pays africains n'ont pas une certaine crainte à être très rigoureux et très répressifs envers ces auteurs de pêche illégale? Je voudrais souligner, je ne sais pas quels sont ceux qui ont préparé le site du sommet, parce qu'affirmer de façon péremptoire, citer un certain nombre de pays comme ça, peut paraître risqué parce que si on prend l'exemple des côtes africaines ou du golfe de Guinée, on est dans un ensemble géographique bien structuré où les États sont souverains et où les États délivrent des licences de pêche. Il ne me semble pas que ces nations-là viennent pêcher sur nous sans autorisation. Le problème, c'est le type de pêche même qui est pratiqué, les quantités prélevées, les espèces pêchées et le respect ou non de la biodiversité et de sa capacité à se reproduire. Je voudrais qu'on soit en accord avec nous-mêmes pour dire qu'une chose est de délivrer une licence de pêche ou une autorisation de pêche, une autre est de pouvoir se donner les moyens de contrôler ce qu'on fait de la dite autorisation. Et c'est là le talent d'Achille. Et je pense que c'est là le problème. Je pense que c'est là le problème. Les États qui sont cités ne se lèvent pas un beau jour et décident de venir s'introduire dans des espaces qui sont sous contrôle souverain ou réglementaire pour exercer l'activité. Non, nous leur donnons des licences de pêche, mais ensuite ils se posent le problème de contrôler l'effectivité de ce qui est fait réellement de ces licences. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on pêche? Quelles sont les quantités prélevées? Quelles sont les zones dans lesquelles on pêche? Est-ce qu'on respecte les frayères? Est-ce qu'on respecte les tailles minimales des poissons en sachant que c'est classé par espèce? Est-ce qu'on respecte le type de filet autorisé, parce que ça correspond aussi à des types d'autorisation qui ont été précédemment donnés. C'est là toute la grande question. Est-ce que nous avons réellement la volonté de contrôler l'activité de pêche dans nos eaux? Et si on a la volonté, est-ce qu'on s'est donné les moyens? Vous verrez que dans la plupart des cas et dans la plupart des pays africains, les textes réglementaires existent. Mais est-ce que nous avons la volonté, la ferme détermination de les appliquer au quotidien? Je pense que c'est là véritablement le problème. Alors, Sa Majesté Tokbui Adela Aklasso 4, est-ce que dans votre canton, il y a une mobilisation des autorités togolaises pour veiller justement à l'activité de la pêche telle qu'elle est menée pour une réglementation comme l'évoquaient les différents panélistes présents ici? Oh, bien sûr. Je crois qu'hier même, le directeur de la marine marchande a intervenu là-dessus. Ils sont là pour accompagner un tant soit peu ces artisans de pêche. Mais néanmoins, je crois qu'il y a des récalcitrants qui, ma foi, essaient de passer par d'autres moyens pour agir autrement. Monsieur le commandant vient de le dire. Il va falloir accentuer un peu les sanctions, que ce soit un peu répressif pour amener. Sinon, je peux dire qu'il y a une collaboration entre l'administration et ces pêcheurs, qu'ils les accompagnent et selon un certain nombre donné. Justement, Sylvain Akati, vous qui êtes expert en développement, on a le sentiment que les gouvernements africains ne mesurent pas l'impact économique des activités de la pêche dans le développement de leurs différents pays. Est-ce qu'on va dire que les gouvernements ne mesurent pas... Au regard de leur faible mobilisation pour réglementer ce secteur d'activité? Moi, je ne vois pas le problème de ce côté. Comme Cyril l'a relayé tout à l'heure, le problème n'est pas à ce niveau.
Le problème est effectivement au niveau du contrôle maritime, au niveau de la surveillance. C'est là le problème se trouve. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Mais il existe des marines dans presque tous les pays africains du Golfe de Guinée. Oui. Il y a des patrouilles qui sont régulièrement faites. Voilà. Mais comment expliquer que cela ne réussit pas à réduire ce phénomène de la pêche illicite? En tout cas, ce qui concerne notre pays, le Togo, je crois qu'il y a des efforts qui se font beaucoup dans ce domaine de réglementation de cette pêche. Et la pêche illicite a vu quand même, il y a une diminution à ce niveau. Il y a une diminution. Et peut-être tout à l'heure, je vous expliquais par rapport aux filets à mailles réglementées. Le Togo a pris des dispositions et mettre à la disposition des pêcheurs ces filets à mailles réglementées. C'est déjà un pas. Il y a un cadre juridique effectivement qui existe, mais nous disons que ça ne suffit pas. Alors justement, Aristide Ndienda, cela ne suffit pas, la mise en place d'un cadre juridique et la distribution des nouveaux filets aux artisans de la pêche. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour améliorer davantage la production des ressources halieutiques et protéger les eaux territoriales africaines dans le golfe de Guinée? Merci. Je pense que l'impression qu'on a, c'est quoi? C'est que nos États ne s'engagent pas suffisamment autour de la problématique. Probablement à l'état de fragilité de nos États qui n'ont pas les capacités en termes donc de moyens, en termes donc de savoir-faire, en termes donc de savoir-être, pour pouvoir formuler les politiques, formuler les programmes en lien avec le problème dont on parle. Et enfin, se donner les moyens financiers pour mettre en œuvre, n'est-ce pas, ces politiques et ces programmes qui sont là. Les États africains ont-ils un problème, y a-t-il une insuffisance de moyens financiers pour mener une telle lutte? C'est l'impression qu'on a. D'ailleurs, ce n'est pas le seul domaine. C'est l'impression qu'on a. Vous voyez, pour tout succès, pour venir à bout d'un problème comme celui-là, il faut se donner à la fois les bonnes politiques, à la fois les bons programmes, à la fois les moyens, que ce soit les moyens humains, que ce soit les moyens matériels, c'est ça les moyens financiers. Par exemple, quelqu'un qui est en train donc de prélever, moi j'appelle ça de vol, en train de vous voler votre richesse. Hein? C'est pas sur le sol où c'est facile d'agir, mais c'est quelque part dans la mer. Si vous n'avez pas les capacités matérielles et humaines pour pouvoir réagir, et naturellement, vous allez subir. Je crois que c'est là où on en est. Justement, cette pêche, des chiffres pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de savoir davantage sur cette pêche illicite, elle coûte environ 23 milliards de dollars dans le monde, cette pêche illicite. Voilà. Justement, d'ailleurs, ce n'est qu'une estimation. Vous voyez, et ça montre la situation, j'allais dire, alarmante dans laquelle les communautés africaines font face. Vous voyez? Et une des conséquences, c'est l'importation du poisson, des produits halieutiques venant de d'autres horizons. Cyril Tonfack, on n'arrive plus à consommer du poisson en Afrique qui sort des eaux territoriales africaines. On est contraint d'importer massivement. Est-ce que ce n'est pas là une conséquence qui devrait interpeller les gouvernements africains sur cette problématique liée à la pêche illicite? Oui, nos gouvernements sont d'autant plus interpellés qu'ils se retrouvent ici à Lomé pour essayer justement d'esquisser des solutions aux conséquences directes ou connexes de la pêche illicite. La vérité aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on ne peut plus dans nos eaux produire suffisamment de poissons localement
pour l'alimentation nationale ou communautaire ou pour les communautés côtières simplement, on se retrouve confronté aux importations qui peuvent être massives ou après peu importe. Et la question des importations, c'est toujours éventuellement une question de fuite de devises parce que ça se paye en devises. Ensuite, c'est des questions sanitaires parce que c'est très difficile d'apporter des garanties sanitaires sur les stocks qui sont importés. Dans tous les cas, je voudrais le souligner que, pour bien le relever, que le continent se retrouve à Lomé pour en parler me semble être un bon point de départ parce que ça manifeste tout simplement une prise de conscience générale de la nécessité de faire quelque chose pour enrayer tous les autres fléaux induits, et notamment celui de la pêche hyénienne. Personne ne peut se féliciter de ce que le continent africain soit en train d'importer massivement du poisson aujourd'hui. Ça ne réjouit personne. Alors justement, dans le cadre de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement, il y a des communautés qui ont été invitées, elles qui sont les premières à être victimes justement de cette pêche illicite. Sa Majesté Togbuyi Odela Aklaso IV, qu'est-ce que vous attendez concrètement d'un tel sommet extraordinaire sur la protection des océans? Qu'est-ce que vous attendez? Ok, merci beaucoup. Je crois que M. Siri vient de planter le décor. Il va falloir que, tout d'abord, permettez-moi de remercier encore une fois le gouvernement togolais, sous la présidente de son Excellence, M. Faure Sanyasibé, qui a mis toutes ses capacités en œuvre pour pouvoir organiser ce sommet. Et je crois que nous attendons beaucoup. Et nous attendons de la matière. Comment nos gouvernants vont pencher sur ce problème. Quelles sont vos doléances concrètement aux chefs d'État africains qui sont annoncés ici à Lomé, la capitale du Togo, pour se prononcer justement sur la charte de Lomé? Quelles sont vos doléances pour davantage réduire ce phénomène de pêche illicite? Tout d'abord, moi je me réjouis de l'harmonisation que tout le continent veut faire en matière de la sécurité maritime. Je crois qu'il faut capitaliser toutes les énergies des États pour pouvoir prendre une seule résolution en vue de dissuader un tant peu de ceux qui, je vais dire ça entre guillemets, essaient de piller nos ressources et d'accompagner ces artisans. On avait parlé maintenant de manque de moyens. Je ne crois pas que un piroguier avec un chalutier, bon, il y a une grande différence. Il faut pouvoir accompagner ces gens qui ils ont fait de cette matière leur métier. Il faut qu'on les accompagne, les doter, former des groupements, bien des groupements, des corporations pour pouvoir bien organiser ces pêches. Je crois que souvent, c'est des trucs individuels que les gens essaient de faire, tant bien qu'ils ont des petits groupements, mais je crois qu'il faut les rassembler plus pour pouvoir avoir de bons résultats. Sylvain Akati, c'est justement votre domaine de spécialité, le développement d'une telle activité de la pêche en intégrant les artisans nationaux, les acteurs nationaux africains de la pêche. Comment est-ce que cela peut se faire? Oui, ça c'est comme Togbuyi l'a dit, ça passe par une grande organisation et c'est ce que nous essayons de faire depuis 2010 avec les pêcheurs du port de pêche de Lomé, en les accompagnant à s'organiser en une union coopérative de pêche et que ce soit les hommes et les femmes. Monsieur Cyril a parlé tout à l'heure des problèmes d'hygiène et vous voyez que dans ces contrées où se passe la pêche, où le poisson qui est importé, qui arrive sur notre territoire, on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça se fait. Donc il faut tout un ensemble organiser, mettre une plateforme pour pouvoir effectivement régler tous ces problèmes-là. Mais permettez-moi de formation aussi. Oui, il y a la formation. Le volet formation est très primordial parce que c'est un domaine aussi assez délicat. Comme je le disais tantôt, sur des règles d'hygiène, il faut pouvoir former les femmes qui font, les femmes commerçantes. Et pourquoi pas même faire des voyages peut-être d'échange
avec d'autres pays qui font plus l'activité et tirer des leçons de ce qui se passe à ce niveau. Mais j'aimerais répondre tout à l'heure par rapport à ce que Togu était en train d'expliquer par rapport à ce que nous, Togolais, on attend de ce sommet. Vraiment, nous attendons beaucoup de choses de ce sommet, que des recommandations fortes, parce que tous les pays, je crois que tous les continents sont là pour réfléchir. Et il est l'heure qu'on puisse se reconcentrer, que l'Afrique prenne la conscience de réfléchir sur ce fléau qui mine nos pays. Là, d'autres mesures, par exemple, pour la conférence, le sommet qui se tient actuellement chez nous à Lomé, peut-être au niveau de la pêche que nous sommes, c'est vraiment sur des aspects formation, le cadre juridique, comme je l'ai dit, l'organisation des pêcheurs, de la pêche artisanale et le stock dont le Cyril avait parlé, tous ces aspects-là soient vraiment revus et pour que tout le monde en tire profit. Aristide Dienda, il faut plus de formation, l'organisation des acteurs de la pêche artisanale, mais cela ne résout pas le problème de la présence de nombreux étrangers dans les eaux territoriales africaines. Et c'est là l'un des soucis où les différents gouvernements africains ont du mal parfois à s'entendre. Oui, tout à fait. C'est bien de cela il est question. Et comme vous l'avez su bien dire, on ne viendra pas à bout donc de cette problématique si on ne met pas ensemble à la fois les communautés, si on ne renforce pas leurs capacités et leur participation à l'action, on ne viendra pas à bout. Si maintenant nos gouvernements et nos partenaires ne se mettent pas ensemble pour agir, je pense que les 2 jours déjà donc du sommet nous ont beaucoup édifiés. Je crois que la force aujourd'hui c'est quoi? J'allais dire, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il faut saluer vivement ce qui se passe aujourd'hui au Togo par rapport donc au sommet. Pour notre part, toutes les propositions sont sur la table durant les 2 jours de discussion, parce qu'on est dans les ateliers, n'est-ce pas? On s'est convenu de ce qu'il y a comme insuffisance, on s'est convenu de ce qu'il convient de faire à la fois au niveau du cadre juridique, réglementaire et autres, y compris les instruments qui devraient accompagner justement leur sur mise en œuvre. Sur ce cadre juridique-là, quelles sont les propositions qui ont été faites dans le cadre des ateliers qui se déroulent en ce moment à Lomé, dans le cadre de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine? Quelles sont les propositions pour un arsenal juridique plus contraignant, selon vous? Oui, ce que moi j'ai retenu, c'est que c'est vrai, il y a déjà des initiatives par-ci, par-là. L'Europe a partagé ses expériences, d'autres pays ont partagé leur expérience, et il a été question que lorsqu'il va s'agir de revisiter les mécanismes donc de réglementation, et bien que ces initiatives-là puissent être fusionnées et qu'on arrive à avoir quelque chose qui est une envergure mondiale. Et ce que je retiens beaucoup plus, c'est le côté pénal. C'est le côté pénal. Parce que nos États pêchent à rester plus ou moins dans l'impunité. Parce que l'impunité constitue un nid. Sinon, un environnement propice où ce dont nous parlons, la piraterie, la pêche illégale, donc se développe. Et je crois que c'est quelque chose de très fort que moi je retiens au cours donc de ce sommet, en se disant que les textes, c'est vrai, on peut les avoir, mais attention, lorsque le pénal ne fonctionne pas. Et ça, le sommet dit, écoutez, nous devons former les magistrats. On est tous d'accord. Nous devons nous assurer que nos textes juridiques permettent de juger. Quelqu'un, par exemple, qui allait voler une ressource au Nigeria, qui se réfugie au Togo, qu'on puisse le juger au Togo.
Je crois que c'est des avancées. Justement, vous évoquez, Aristide, la coopération judiciaire régionale. Commandant Cyril Atonfak, il y a un autre volet à côté de ce renforcement de l'arsenal juridique dans le golfe de Guinée. Il y a des pistes de solutions à travers la pisciculture, l'aquaculture que très peu d'Africains connaissent pour résorber ce problème. Oui, Cédric, pisciculture, aquaculture pourrait constituer de nouvelles pistes de production d'une ressource qui aurait dû en temps normal se retrouver en mer de façon suffisante pour tous. Et je pense que sous l'égide de la FAO et d'un certain nombre d'organisations internationales, l'industrie de production locale de poissons est en train de se développer dans la plupart des contrées africaines. Mais ce n'est pas parce que les Africains se lancent dans la maîtrise du cycle de production, qu'on dompte le cycle de production du poisson, qu'il faut ne pas ou lever la main sur la maîtrise des espaces maritimes qui, par ailleurs, contiennent autant ou une ressource qui est censée être suffisante. Alors comment explorer justement ces fonds marins dont on dit qu'ils disposent des ressources assez importantes qui peuvent impulser le développement sur le continent? Il me semble aujourd'hui que n'ayant pas eu suffisamment de moyens pour naviguer sur le plan d'eau, l'Afrique aura beaucoup de difficultés à trouver des moyens pour aller explorer les fonds. La problématique aujourd'hui est celle de protéger les espaces qui nous reviennent conformément aux conventions internationales, notamment la reine mère des conventions pour le domaine maritime qui dit que les États ont droit jusqu'à 200 nautiques des côtes, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle communément la ZEE et sur laquelle ils ont un droit sur la ressource économique qui peut ou qui pourrait s'y trouver. Le véritable problème, et c'est de ça que parlaient mes camarades panélistes tout à l'heure, c'est de nous donner la capacité déjà de contrôler l'exploitation de la ressource dans cet espace-là. Si l'Afrique aujourd'hui se dotait de moyens de contrôler, de maîtriser la gestion de ces ressources halieutiques, certainement qu'on n'aurait même pas besoin de développer forcément l'aquaculture ou la pisciculture. Justement, vous êtes expert en sûreté et sécurité maritime. Quels sont les moyens qu'il faut au continent africain pour pouvoir mieux contrôler les différentes exploitations des ressources halieutiques dans le golfe de Guinée et éviter ces nombreux dérapages observés à travers la pêche illicite? Alors, je voudrais être d'accord avec vous et avec tous les autres que nos chefs d'État et de gouvernement sont à Lomé pour chanter l'hymne de la mutualisation. Et je crois que le seul fait qu'ils aient tous accepté de venir à Lomé 2 mois après un sommet ordinaire de l'Union africaine à Kigali au Rwanda veut dire qu'ils sont fortement préoccupés par la question et dont une des recommandations fortes depuis les résolutions 2018 et 2036, 2011-2012 des Nations Unies, c'est la mutualisation. Il est question aujourd'hui pour l'Afrique de se regrouper sous la bannière des communautés économiques régionales et de mettre ensemble les moyens pour gérer au niveau de chaque communauté économique régionale la sécurisation des espaces maritimes. Parce que nous sommes tombés d'accord au début de cette intervention télévisée que la pêche faisait partie d'un grand ensemble de problèmes qui relèvent tous de la sécurité ou la sûreté maritime. La pêche INN n'est que un des aspects. Et nos chefs d'État sont depuis convaincus, depuis qu'ils ont donné leur feu vert à la stratégie maritime intégrée de l'Afrique à l'horizon 2050 de l'Union africaine, ils sont convaincus de ce que, pris individuellement, chaque État aura du mal à résoudre les problèmes de sécurité, sûreté au large de ses côtes. Et donc, justement, ça fait déjà 3 ans dont on en parle. Le premier sommet sur la sécurité maritime s'est tenu à Yaoundé, c'était en 2013, et les différents chefs d'État africains s'étaient accordés sur la mise en place d'un cadre régional de coopération, la mise sur pied des centres interrégionaux de surveillance des côtes maritimes. 3 ans après, cela n'a pas vraiment porté ses fruits. Ah non, vous n'en savez rien, Cédric. Je voudrais simplement dire que... Il y a un constat qui est fait. Les centres régionaux ne disposent pas de matériel adéquat. Les gardes-côtes se regardent en chaîne faïence selon les différents pays. Est-ce que là, on n'a pas franchi vraiment le cap? Évitons de tomber sous le prisme des analyses hâtives journalistiques. Yaoundé, 24-25 juin 2013, a accouché d'un processus dit de Yaoundé, mais Yaoundé a aussi accouché d'un code de conduite
pour la gestion des questions de sécurité et sûreté maritime dans tout le golfe de Guinée, mais Yaoundé a surtout accouché d'une architecture générale de sécurité et de sûreté maritime pour le golfe de Guinée, qui est une architecture à 4 paliers. Nous avons des COM, des centres opérationnels de marine au niveau de tous les États participants. Il faut dire que la zone géographique couverte est celle qui va de la frontière nord du Sénégal avec la Mauritanie à la frontière sud de l'Angola avec la Namibie, et qu'on a 2 communautés économiques régionales qui sont reliées au niveau de la frontière commune la CEDEAO et la CEAC. Voilà, et que au-delà des COM qui se trouvent dans chaque État partie, on a ce qu'on appelle le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale qui est à Pointe-Noire au Congo, qui a depuis lors été inauguré. On a le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest qui se trouve à Abidjan, qui va être inauguré très prochainement. D'ailleurs, j'ai rencontré des États partis à ce processus pour l'Afrique de l'Ouest qui espèrent que l'accord de siège du CRESMAO soit signé pendant que les responsables se trouveraient ici à Lomé au Togo. Et puis, il y a au niveau de Yaoundé le Centre interrégional de coordination de la stratégie de sécurité et de sûreté maritime pour tout le golfe de Guinée, en abrégé le CIC. C'est donc un processus, CIC a été inauguré depuis pratiquement 2015, si mes souvenirs sont bons, 2014. C'est un processus qui est en marche, mais simplement, il ne marche pas à l'heure du journalisme, il ne marche pas... Il ne marche pas également à l'heure des acteurs de la société civile togolaise, à l'heure des communautés africaines également qui se plaignent de ce qu'il y ait toujours cette présence de pêche illicite, ce trafic de drogue, des armes légères dans le golfe de Guinée et cette piraterie maritime. Alors, vous qui aujourd'hui assistez à ce sommet extraordinaire de l'Union africaine qui se tient à Lomé en rapport avec la sécurité maritime, il y a eu un premier sommet à Yaoundé au Cameroun en 2013. Aujourd'hui, on en est à un sommet extraordinaire sous l'égide de l'Union africaine et également la mobilisation du gouvernement togolais. Qu'est-ce que cette charte peut apporter d'autre que le premier sommet n'a pas réussi à faire? Beaucoup de choses. La charte va apporter beaucoup de choses. À la sortie de ce sommet de Lomé, je crois que les chefs d'État, le samedi, ça serait leur tour, ils seront là. Ça, eux, on ne connaît pas leur calendrier, que la charte serait effectivement adoptée et pour permettre la mutualisation dont Cyril parlait tout à l'heure et aller d'une seule voie pour résoudre tous les problèmes que nous rencontrons sur les aspects de piraterie, de sûreté, de sécurité et de pêche illicite dont nous sommes en train de parler tout à l'heure. Du moins, si la charte n'est pas adoptée par les chefs d'État, qu'une déclaration très forte puisse être assortie de ce sommet de Lomé pour poursuivre le chemin. Alors, on sent bien du scepticisme. Hein. Vous êtes un peu sceptique par rapport à l'adoption de cette charte-là. Aristide Dienda, il y a eu à Yaoundé l'adoption d'un cadre régional de coopération avec la mise sur pied. Le commandant Cyril Atonfak le faisait savoir tout à l'heure, des centres interrégionaux de surveillance des côtes maritimes. Mais aujourd'hui, on parle d'une charte de Lomé et cela n'avance pas aussi vite que le souhaitent les différentes communautés côtières et le reste de l'Afrique. Oui, non, je voudrais dire que c'est tout à fait normal. Lorsque on veut régler des problèmes qui dépassent d'abord nos frontières et pour lesquels les acteurs même qui sont responsables donc de ce problème-là, on réfléchit même avant nous, on met les moyens pour pouvoir prélever de façon illicite ce qui revient à nos États. Alors, dans ces conditions, je pense que nous devons être patients. Nous devons être patients. Pendant ce temps, les ressources halieutiques ne cessent de s'amenuiser dans le golfe de Guinée. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas, parce que l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est comme on ne fait rien. Non. Lorsque vous avez en face un phénomène pareil, eh bien, c'est progressivement que l'impact de la lutte va se faire sentir. Mais le poisson se fait rare dans les marchés togolais, camerounais et bien d'autres pays africains. Poisson qui sort de nos eaux territoriales. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas une solution toute faite et puis pour dire aujourd'hui là, tout est fini. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Et comme nous le disons, résoudre un problème, c'est d'abord commencer par le connaître. Et je crois que c'est le plus important depuis Yaoundé jusqu'à ce jour. Ça veut dire que nous avons pris conscience d'un problème. À partir du moment où nous avons pris conscience, nous avons déjà résolu le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que l'impact soit ressenti à tous les niveaux? Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. La charte, elle vient renforcer l'arsenal juridique et réglementaire qui soit là. Et on l'a dit. Parce que si aussi nos États ont déjà cette volonté de dire, je prends l'engagement, j'espère que c'est un engagement réel et chacun se mettra à faire en sorte que ce qu'on signe là soit appliqué. Et justement, donc, l'attente n'est pas seulement sur l'adoption de la charte, mais aussi du suivi et de l'exécution des différentes résolutions qui vont être prises au terme de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement. Messieurs, merci d'être venus sur ce plateau. Sylvain Akati, expert en développement, vous êtes membre donc de réseau d'associations qui luttent pour la bonne gouvernance et qui luttent contre la pêche illicite. Aristide Diendia, spécialiste en gouvernance, directeur exécutif de la société civile, notamment de l'association Union des ONG du Togo. Le commandant Cyril Atonfak, vous qui êtes expert sécurité et sûreté maritime de la marine camerounaise, vous êtes ici à Lomé en tant que consultant auprès donc, de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine et le chef du canton de Baie, Sa Majesté Tokgui Adela Aklassou IV. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat sur Vox Africa, UBIS News et Equinox Télévision. Restez sur cette antenne, ces différentes chaînes de télévision qui se mobilisent pour vous faire vivre ce grand événement, à savoir le sommet extraordinaire de l'Union africaine. Une trentaine de chefs d'État africains attendent ici à Lomé pour se prononcer sur la charte de Lomé sur la sécurité maritime et le développement.